Autour de la table, c'est un rendez-vous bimensuel, une table ronde qui vous permet de rencontrer des experts, que ces experts s'expriment sur des sujets du quotidien, mais toujours autour de l'enfance, de la famille, de l'éducation, de l'instruction et de toutes les thématiques et les super moments qui les entourent. Bonjour, je m'appelle Karine Morel, je vis en Nouvelle-Calédonie et je vous accompagne sur cette émission sur la bienveillance à l'école et en famille. La bienveillance, ce mot fourre-tout que l'on emploie à tour de bras depuis plusieurs années maintenant, parole qui ne veut pas dire grand-chose pour certains, mais qui est devenue un cheval de bataille pour d'autres. La notion de bienveillance, appelée aussi bientraitance par la Haute Autorité de Santé, se situe selon l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, au niveau de l'intention des professionnels. Elle consiste à aborder l'autre, le plus fragile, avec une attitude positive et le souci de faire le bien pour lui. Quelle relation entre parents et enfants, entre enfants et professeurs, entre spécialistes et familles, c'est ce que nous allons découvrir ensemble autour de cette table. L'émission est en direct, en simultané sur Facebook, Instagram et YouTube. Elle sera rediffusée ensuite sur LinkedIn. Alors pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner pour avoir les prochaines diffusions. Vous pourrez aussi réagir tout au long de l'émission en nous notant des commentaires et nous répondrons à vos questions. Avec nous autour de la table aujourd'hui, Fabienne Lidoire. Bonjour Fabienne. Bonjour Karine. Alors attends, je vais te mettre à l'écran. Bonjour Karine. Bonjour Andrea, bonjour Evelyne. Donc c'est toi qui nous as proposé le sujet. Et tu as été formée à la conception d'outils pédagogiques et à la formation pour les adultes. Et cela fait 6 ans que tu enseignes en maternelle et en primaire. Et dernièrement, tu as fait une conférence pour un TEDx. C'est bien ça? Exactement. C'est bien ça. Et d'ailleurs, je te remercie, Karine, d'avoir accepté la thématique aujourd'hui et qu'on puisse y participer ensemble. Ah, c'est avec un grand plaisir. Alors, avec nous, il devrait aussi y avoir Stéphanie Lépi, qui a disparu, mais qui va certainement revenir. Stéphanie est donc maman de 3 enfants. Elle est professeure des écoles. Non, elle était professeure des écoles et elle est devenue assistante maternelle. Elle nous expliquera tout à l'heure, si elle revient, ses frustrations et son expertise autour du sujet. La troisième dame du jour avec nous s'appelle Evelyne Oaro. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour Karine, merci. Donc toi, tu es coach thérapeute, tu es conférencière et formatrice. Tu interviens dans les entreprises et les établissements autour de la prévention des risques professionnels, santé et sécurité du travail. Et la place des émotions pour toi se trouve au centre de la relation humaine. Bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Et donc du coup, en lien avec la bienveillance. Très bien. Et enfin, avec nous aujourd'hui, Andrea Polverini. Alors, bonjour Andrea. Bonjour Karine, bonjour Fabienne, bonjour Evelyne. Aujourd'hui, en fait, on fait encore une fois le tour du monde. On a Andrea en Espagne, Evelyne, toi, tu es à La Réunion, et Fabienne, tu es avec moi en Nouvelle-Calédonie. Bon, il manque Stéphanie, mais elle va pas tarder, je pense. Alors, on revient sur Andrea. Toi, tu aimes te définir comme un enthousiaste de l'apprentissage, en particulier dans les langues étrangères. Tu as fait des études universitaires de langue et littérature étrangère et tu as suivi un diplôme en traduction audiovisuelle. C'est bien ça? C'est ça, effectivement, oui. Du point de vue de l'enseignement des langues, tu es spécialisé dans l'enseignement de l'anglais chez les adultes et tu es certifié CELTA. Et grâce à ton expérience professionnelle, tu côtoies des enfants et des adolescents. Actuellement, tu es toujours en formation pour devenir Neurolanguage Coach. C'est quoi exactement? C'est vraiment c'est une façon d'enseigner les langues étrangères en utilisant des connaissements des coachings
mais aussi en utilisant la neurolinguistique pour rendre l'apprentissage plus efficace. Ok. Et donc, cette information où plusieurs professeurs de langue cherchent d'atteindre une autre étape dans sa formation. Alors, je voudrais qu'on définisse peut-être la bienveillance, enfin, que vous nous donniez votre définition à chacun ou que quelqu'un se lance. Oui. Allez, c'est parti. Alors, pour moi, en fait, la bienveillance, c'est en lien étroit avec la bonté. Un proverbe d'Extrême-Orient dit par exemple qu'un mot gentil peut réchauffer 3 mois d'hiver. Donc, on voit que les marques de bienveillance peuvent avoir envers l'autre beaucoup de bienfaits, peut lui faire beaucoup de bien, que ce soit donc un sourire, une parole pleine de compassion, un coup de main, un petit cadeau avec délicatesse, ou encore le fait tout simplement de laisser quelqu'un passer dans une file d'attente. Donc, autant de gestes appropriés et appréciés par l'autre, qui du coup ne dépend pas de nos moyens financiers, de nos capacités, ni de nos forces. Et c'est en lien avec nos émotions, parce qu'on va veiller à ne pas juger l'autre. Et donc, du coup, c'est vraiment sans attente de l'autre, sans juger, et vraiment, voilà, lui apporter une sorte de reconnaissance. Qui c'est qui veut compléter un petit peu cette définition qui est déjà bien conséquente. Ouais. Je rejoins Evelyne et pour moi, la bienveillance, c'est vraiment dans ce sens-là, veiller sur quelqu'un de manière positive. C'est essayer de comprendre la personne et surtout de répondre aussi aux besoins et de façon adéquate, aux besoins que la personne peut avoir. Donc, c'est vraiment ça, c'est avoir un regard sur l'autre. C'est l'autre prend plus d'importance que nous dans la relation à ce moment-là. D'accord. Andrea, tu veux compléter? Donc, je suis d'accord avec ce qu'Evelyne et Fabienne ont dit. Peut-être, je pourrais dire que à mon avis, la bienveillance, c'est beaucoup de choses, mais il y a une relation entre la bienveillance et l'empathie, par exemple, la compréhension de l'autre, la compréhension des besoins de l'autre. Et si on peut dire ça, chercher de se donner rendez-vous à la moitié du chemin, si on peut dire ça en français. Mais oui, chercher de faire un effort pour aider l'autre et entendre la position de l'autre. La bienveillance, c'est à mon avis aussi ça, mais c'est, comme je dis, ce n'est pas seulement ça, c'est beaucoup de choses. Oui. Et toi, donc, Andrea, comment est-ce que tu fonctionnes avec tes étudiants? Alors, peu importe que ce soit les adultes, les enfants, les adolescents que tu as, quelle importance pour toi les émotions ont dans la communication et dans l'apprentissage des langues étrangères? Donc, c'est vrai, ce que tu dis, peu importe qu'il s'agit des adultes ou des adolescents ou des enfants, je crois que la communication bienveillante, c'est aussi important pour tous les âges. Et donc, c'est ce que je cherche de faire et d'utiliser une communication qui aide à maintenir l'autre personne dans une situation de calme, de tranquillité, dans un état positif pendant mon cours, ma séance de langue. Et ça facilite beaucoup l'apprentissage. Donc ça, c'est sur un niveau très général, mais on a vu que les sensations positives, les sentiments positifs,
les bonheurs, par exemple, pendant l'apprentissage, en effet, stimule, aide à l'apprentissage, la mémoire, la motivation. Et donc, oui, je cherche d'être très attentif avec la personne que j'ai devant moi, et je cherche d'être très réceptif avec les émotions que je note, je remarque avec la personne qui vient à moi pour apprendre une langue. Oui, et puis c'est vrai que pour avoir vu comment tu fonctionnais aussi, il y a tout ce côté que tu mets en avant au début pour savoir ce qui plaît à la personne, ce qui l'intéresse, comment arriver à tourner le cours et à pouvoir partager avec cette personne sur pas faire du bachotage, pas répéter juste un cours, mais trouver des astuces pour intéresser la personne. Oui, c'est vrai, en effet, je trouve ça vital pour faire l'apprentissage efficace. Et ça trouver la façon de travailler avec une personne avec des activités qui intéressent la personne, qui motivent la personne, qui aident la personne, qui aide mon élève ou mon client à passer un bon moment pendant l'heure que nous sommes ensemble. Ça va aider énormément dans l'apprentissage. Je crois qu'un élève ou un client qui ne sort d'une séance content, peut-être après quelques temps, peut-être elle perdra sa motivation, et après un temps, peut-être on va quitter le cours. Donc, je suis convaincu qu'il faut vraiment donner une importance très élevée à les émotions de la personne, et pas seulement à ce qu'on enseigne, pas seulement dans les programmes du cours. Et peut-être ça, c'est une chose que je suis en train d'apprendre avec ma formation en Neuro Language Coaching. C'est de donner plus d'importance à la personne qui se trouve devant moi, et peut-être moins importance à ce que j'ai programme de faire, ce que je crois qui serait utile pour cette personne. Oui. J'espère que je m'ai expliqué. Ne t'inquiète pas, on a compris. Non, parce qu'on n'a pas dit, mais Andrea est italien, donc il est avec nous et il fait un très bel effort de nous faire toute l'émission en français. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Mais n'hésitez pas à me faire des questions si je n'étais pas très clair. Je chercherai des... Non, c'était très clair. Et on peut donner un exemple concret de ce qu'on discutait juste avant à propos de la note, et que c'était vraiment merveilleux, cette progression en un trimestre de ton élève, et ça, je trouve ça extraordinaire. Merci. Evelyne, si je ne me trompe pas, tu as une anecdote pour nous à nous partager, pour nous parler de la place des émotions à l'école, justement. Oui, ça va vous paraître un peu étonnant. Oui, il y a pas longtemps que j'étais une élève. J'ai été récemment à une formation d'adultes, et il y avait 2 professeurs avec nous. Et lors de l'une des épreuves, on devait présenter en fait une partie du déroulé pédagogique, comme si on avait en face de nous le public habituel. Et donc, les professeurs avaient face à eux un public d'élèves. Donc, en la circonstance, on était devenus, là, pour un petit laps de temps,
des ados. Donc c'était un peu le rôle qu'on jouait. Et cette dame qui intervenait, cette professeure, elle fait une jolie introduction. J'apprécie beaucoup sa façon de mener son fil rouge, de faire les liens avec les compétences. Et je le fais remarquer à ma collègue de gauche, qui est prof aussi. Pardon, chez vous, du coup, ça se montre à droite. Et voilà pas qu'elle me qu'elle me reprend sur un ton sévère, strict, en me montrant qui commande dans cette salle. Et elle me dit, Evelyne, est-ce que je peux avoir ton attention? Je vous avoue qu'à cette phrase, à ce moment-là, travaillant toujours sur mon intelligence émotionnelle, j'ai réellement deux schémas de pensée qui vont venir à mon esprit, mais vraiment en même temps. C'est-à-dire que je vais avoir une interprétation de la situation, de la circonstance, où elle vient de me jeter cette parole à la figure, parce que je l'ai pris, j'ai choisi de prendre celle-là comme première. Je vais l'accueillir, parce qu'elle est plus facile à l'accueillir, celle-là, le fait qu'elle me l'ait jetée à la figure. Et mes neurones vont faire un schéma qui est propre, qu'il connaît, qu'il a l'habitude d'emprunter, que c'est beaucoup plus facile pour lui. Et il va aller chercher chez moi toutes les circonstances, toutes les situations, toutes les occasions où peut-être j'ai été reprise par un professeur. Il ne trouve pas, parce que malheureusement, je pense que j'ai été assez sage quand j'étais à l'école, donc il n'a pas trouvé le moment où j'ai été reprise. Mais tout de même, il va quand même fouiller et il se dit, tiens, je vais peut-être aller chercher une valeur. Oui, parce que du coup, le fait d'avoir pris ça comme jeté à la figure, ça vient heurter chez moi une valeur qui est importante, qui est le respect de l'autre, qui inclut depuis récemment le non-jugement de l'autre. Donc j'ai cette première interprétation qui va créer chez moi une émotion, un ressenti, qui va être en lien avec celle-là. Et je vais commencer à avoir un dialogue interne du genre non, mais qu'est-ce qu'elle vient de me jeter, qu'est-ce qu'elle vient me jeter à la figure, pourquoi est-ce qu'elle me juge comme ça, elle n'a pas compris qu'en fait j'étais totalement avec elle, je l'écoutais, que justement je viens de relever quelque chose que j'ai trouvé vraiment génial dans son apport et dans sa façon de faire. Il n'empêche que physiquement et physiologiquement, je vais bouiller. Je vais avoir le cœur qui s'accélère, je vais avoir envie de soutenir son regard, comme si mes yeux lui parlaient, lui répétaient « Non mais pour qui tu te prends ?» Bref, toute l'attitude d'un rebelle. Et je peux même aller jusqu'à m'imaginer... Ouais, voilà, la colère, la bonne vraie colère qui va aller chercher. Est-ce que je peux me venger? Est-ce qu'à la pause, je peux imaginer une situation où je vais faire semblant de la bousculer, histoire de dire « Ma vengeance, elle sera rendue. » Donc, j'ai celle-là qui vient, mais j'ai aussi l'autre en même temps, l'autre interprétation qui me dit ouais, la pauvre, elle a peut-être pas l'habitude qu'on l'écoute pas, ou peut-être au contraire, elle a des élèves qu'on doit régulièrement comme ça les rappeler à l'ordre. Vous êtes venu à l'école pour apprendre, pour prendre des connaissances que j'ai à vous transmettre. Ou peut-être qu'elle ne se sent pas à l'aise de développer devant un public qui est différent parce qu'elle est quand même face à des adultes, cette fois-ci. Peut-être qu'elle a peur de se sentir jugée parce qu'à la fin, il va falloir que nous lui fassions un feedback de sa présentation. Peut-être qu'elle a peur d'oublier certains points qui sont importants et qu'elle va chercher dans nos regards notre approbation parce qu'elle est quand même face à des sachants. On est tous sur le même piédestal pour le coup. Puis je finis par me dire, donc cette interprétation-là, elle finit par se dire, bon, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas mort d'homme. En réalité, dans une situation, en fait, on a deux possibilités, on a une décision à prendre. Soit je prends cette interprétation-là, soit celle-là, mais qu'importe, parce que de toute façon, les deux situations vont susciter en moi des pensées négatives ou positives, qui va créer des émotions et renforcer des émotions désagréables ou agréables, et qui du coup va me projeter dans des actions, parce que les émotions, ça amène à réagir, donc à un moment donné, on va vouloir réagir pour pouvoir les faire sortir. Donc en fait, la réaction que je vais avoir, celle que je vais choisir, cette action-là, elle va naître de ce circuit qu'a emprunté en fait mes neurones. Ce qui veut dire qu'en réalité, on a tous la possibilité à un moment ou à un autre de prendre notre juste part de responsabilité dans notre interprétation de la situation. Mais la question
qu'on se pose sans doute en tant que parents, professeurs, enseignants ou formateurs, c'est à quel moment on laisse l'autre la possibilité de choisir. À quel moment on lui a dit, on lui a appris qu'il a 2 interprétations possibles. À quel moment on lui laisse l'espace de le faire, donc la communication, et à quel moment on lui offre cette preuve de bienveillance de notre part. Voilà, pour l'anecdote. Oui, c'est pas mal. Et du coup, toi, tu as choisi cette option-là? J'ai choisi celle-là. T'as choisi celle-là. J'ai choisi celle-là, je lui ai fait un super bon feedback, je suis pas revenue sur l'autre sentiment, donc je pense que je l'ai géré en fait. Tu as bien géré. Et c'est pas resté en arrière-plan. Tu as réussi à évacuer tout ce que ça avait pu engendrer. Oui, grâce à la le respiration. cortisol est arrivé et quand même ça a été difficile. Ben, je pense que j'ai dû pas mal bouger dans mon siège quand même, histoire de... Bon, ben, ça appelle à ça, ça appelle à la réaction. Donc, du coup, si vous avez des élèves qui en face de vous, vous sentez que ça bouillonne, ils sont peut-être en train de bouger, de se dire qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais prendre comme situation. Et en fait, on les voit bouger. Donc, je pense que j'ai dû avoir ça comme sorte d'évacuation minime, parce qu'il y a d'autres façons d'évacuer après ça. Oui. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait dans la situation au moment où les deux interprétations possibles m'étaient proposées. J'ai fait mon choix. Et une fois que j'ai fait ce choix-là, donc ce choix de regarder l'émotion d'un peu plus loin et de porter à l'autre un acte de bienveillance, de faire ça. C'est plus dur pour les enfants dans le sens où pour certains, on leur apprend pas ça. Non. Voilà, donc comme tu disais, on leur laisse pas l'espace et surtout, on les initie pas à ça. Oui, il y a pas de cours pour ça, c'est dommage, on devrait peut-être l'insérer à la matière EMC. on va lancer quelque chose. Il y a une piste là. Allez Fabienne, si on parlait un petit peu de ton TEDx, je vais le mettre à l'écran avec nous là. Hop. Donc, toi, tu as... Oups. Voilà. Donc, on le voit à l'écran. Tu disais dans ton TEDx que tu n'étais pas préparée aux émotions avec des enfants de maternelle et que c'est seulement ensuite que tu t'es formée et que tu t'es transformée, en fait. Donc, exactement. Donc moi, je peux témoigner aujourd'hui, puisque toi et moi, on a travaillé ensemble quelque temps dans le cadre du championnat du monde de lecture rapide. Personnellement, je n'ai pas eu connaissance de cette Fabienne dont tu parles dans le TEDx, de cette Fabienne de maternelle, de maîtresse de maternelle. Moi, je connais que la maîtresse de primaire qui, en fait... avait déjà subi cette transformation, enfin subi, c'est peut-être pas le mot exact, hein, fait cette transformation et je trouve ça, cette maîtresse-là, je la trouve assez fabuleuse avec les enfants parce que ça a permis des choses, enfin moi de ce que j'ai vu, et puis ça en permet encore, des choses vraiment extraordinaires. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça ? Déjà, merci pour cette présentation et ce retour. Alors déjà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en avant cette transformation. C'est vraiment ce côté-là. Alors, à la base, tu l'as précisé dans la présentation, j'ai été formée à la conception d'outils et à la conception de parcours de formation. Donc, je pense que à la base, et c'est ce qui a été un peu présenté aussi dans la présentation d'Andrea, c'est que moi, j'ai été très focalisée sur le contenu des éléments à aborder par rapport à la formation de base. Quand on crée des outils pédagogiques, on les crée pour un public, mais ce qui est important, c'est les objectifs qui vont être visés, les exercices qui vont être proposés, les supports, les documents qui vont être proposés, au service du contenu, au service des programmes. Et j'ai aussi, en parallèle, été formée à la conception de parcours de formation, mais pour adultes.
avec en général des groupes réduits de 5-6 adultes qui étaient présents dans les formations ou, encore une fois, sur des périodes très courtes, les adultes venaient pour une formation qui allait durer 1 heure ou 2 et pas plus. Donc, encore une fois, on était axé vraiment sur le contenu. J'ai fait mes études en France et en retour en Nouvelle-Calédonie, quand il a fallu que je puisse mettre en place ma démarche ici, très rapidement, je me suis dit, bon, la formation pour adultes, c'est intéressant, mais ce qui pourrait être bien, c'est de rentrer dans le système éducatif et pouvoir travailler avec des enfants. Donc, j'ai passé les examens et les concours pour pouvoir rentrer dans le système éducatif calédonien et je suis donc professeure des écoles depuis 6 ans maintenant. Sauf que je n'avais pas été réellement préparée au public d'enfants. Et surtout, il y a quand même un décalage énorme dans la relation que je pouvais entretenir avec des adultes qui n'étaient pas facilités dans la relation avec des enfants. Donc, à l'époque, je n'étais pas maman, je n'avais pas de neveux, de nièces, il n'y avait pas d'enfants dans mon entourage. Donc, les premiers enfants, je les ai découverts lors de mes stages. Donc, je suis arrivée dans des classes avec 28 petits de 4 ans. D'où le stress énorme de gérer le groupe. Très souvent, les effectifs sont quand même assez importants. J'avais des classes de 24, 25, 26 élèves. Et ce qui a été ma priorité, ça a été vraiment, c'était le groupe, la sécurité, est-ce que tout le monde est là et être responsable par rapport aux enfants. Donc, cette responsabilité de la gestion des enfants et du groupe, en plus de l'aspect contenu, programme à enseigner, objectifs à atteindre. Donc, ça faisait énormément de choses à mettre en place. Et très vite, j'ai senti que j'étais pas à l'aise dans ces situations de classe. Et je me suis très vite questionnée, qu'est-ce qu'il faisait qu'il y avait ce mal-être? D'où est-ce que ça pouvait venir? Comment est-ce que je pouvais travailler? Parce que forcément, ça allait avoir un impact dans la vie professionnelle, vu que j'allais quand même consacrer le reste de ma carrière aux enfants. Aux enfants. Mais là, c'était vraiment les petits, donc il y a aussi ce besoin de se coller, Exactement. Donc moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à être assez, avoir une distance, besoin d'un espace, de respect, d'une distance avec, mais aussi bien enfants qu'adultes. Hein, c'était pas spécifique aux enfants, mais là, c'est vrai que je suis arrivée face à des enfants qui avaient ce besoin de proximité, de contact. Je n'étais pas du tout habituée parce qu'en effet, je n'avais pas évolué avec des enfants autour de moi, mis à part ceux quand j'étais à l'école moi-même. Et donc, ça a été déjà apprendre à comprendre ses besoins de relation avec l'enfant, ce qui a été au début difficile parce que moi, je ne voyais qu'un groupe. Et progressivement, je me suis dit que ça n'allait pas fonctionner. Si je restais dans cette observation du groupe, je n'allais pas pouvoir atteindre les objectifs qui sont visés, à savoir les objectifs de pouvoir rentrer en relation avec l'enfant pour pouvoir développer les savoirs. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai commencé à plus voir le groupe, à me détacher du groupe pour essayer d'apprendre à comprendre et à connaître chaque élève de ma classe. Donc ça, c'est vraiment sur une courte période parce que c'était vraiment, j'avais des stages de 3 semaines. On n'a pas le temps au début de connaître tout le monde, mais progressivement, ce qui a pu se mettre en place, c'est que j'ai commencé vraiment à prendre le temps avec chacun d'eux. Et c'est là qu'il y a eu aussi beaucoup de modifications, parce que dès qu'on s'intéresse à l'enfant et plus simplement à la classe, ça a été ma première étape dans la prise de conscience de la relation avec les enfants. Ok. Quelle amélioration apportes-tu à tes élèves? Alors, attends, au niveau relationnel entre eux, relationnel avec toi, dans le climat de la classe, et surtout quelle facilité d'apprentissage ont apporté les neurosciences pour toi, mais aussi pour tes élèves. Parce que quand même, tu as travaillé là-dessus, tu as étudié aussi au niveau des neurosciences, comme nous tous là autour de la table. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement et qu'est-ce que ça leur a apporté à eux? Donc, oui, comme tu l'as précisé, j'ai eu besoin de faire des recherches, comprendre qu'est-ce qui devait être mis en place, quelle stratégie m'était donnée pour que je puisse mettre en place une réflexion par rapport à donc la bienveillance, par rapport à l'empathie.
parce qu'il est expliqué que l'empathie, la bienveillance doit être mis en place pour faciliter le climat de confiance avec les élèves. Donc, j'ai commencé déjà par rapport à ça à essayer de mettre en place des activités. C'est ce que je présente dans le TEDx. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour déjà aider les enfants. Donc là aussi bien les enfants de maternelle que de primaire, même s'ils sont plus âgés, ce même besoin de confiance. Donc d'abord, ça a été comment créer une relation de confiance avec mes élèves. Et c'est passé très rapidement par cette nécessité de prendre en considération les émotions. Alors pendant longtemps, moi-même, j'étais pas sensibilisée aux émotions. Voilà, j'ai beau être adulte et tout, dans ma démarche, les émotions, comme j'explique dans le TEDx, jusque-là, j'avais surtout appris à les taire. Les émotions, je savais pas trop quoi en faire. Elles arrivaient, je les gérais ou pas, souvent pas. Et j'ai commencé par moi-même déjà prendre conscience de l'importance des émotions à mon niveau. Savoir qu'elles étaient là. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. L'émotion, elle est là et elle vient nous présenter quelque chose sur un besoin qui est satisfait ou non satisfait. Donc, quand j'ai pris conscience de ce point-là pour moi, personnellement, je me suis dit, j'ai eu l'impression d'avoir un trésor à ce moment-là, d'avoir découvert quelque chose d'important qui, forcément, beaucoup d'autres l'avaient découvert avant. Et je me suis dit, ce trésor, je dois le partager avec mes élèves. Je dois leur permettre à eux aussi, quand ils arrivent dans ma classe, de pouvoir exprimer ce qui se passe, que ce soit une émotion qui soit agréable ou moins agréable. Et donc, on a mis en place dans la classe une mosaïque des émotions. Quand ils venaient en classe, ils pouvaient exprimer comment est-ce qu'ils se sentaient. On avait les petits pictogrammes. Alors, ce qui est bien tombé, c'est qu'en même temps, il y avait Vice Versa, le dessin animé qui sortait au cinéma à ce moment-là. Donc, on avait eu ce film qui avait été vu par les enfants, où les émotions ont été représentées par des personnages. Donc, c'était beaucoup plus facile pour des enfants de 4-5 ans de pouvoir associer l'émotion avec un repère visuel, un personnage. Donc, on a utilisé ces personnages et quand ils rentraient en classe le matin, ils pouvaient juste poser leur étiquette de leur prénom en dessous du personnage. Et ça a été la première étape de se dire, malgré le fait que cet enfant a l'air joyeux, au final, il se sent pas si bien aujourd'hui. Donc, on a eu ce mur, cet espace visuel qui nous permettait, sans forcément avoir à aller voir l'enfant, parce que j'en avais quand même 28, mais pouvoir avoir déjà une idée de comment est-ce qu'il se sent quand il vient en classe et pouvoir faire un premier travail sur ressentir et l'exprimer. Alors, on n'était pas dans le verbaliser directement à l'oral, mais au moins l'exprimer à ce moment-là. Et donc, ça a été une première des activités, ça a été de pouvoir l'exprimer. Est-ce que déjà comprendre, pouvoir nommer, pouvoir identifier, donc développer tout le vocabulaire lié aux émotions. Donc là, directement, moi, j'ai pu associer un besoin personnel de partager cette connaissance des émotions, de pouvoir les sensibiliser, et je l'ai raccroché au programme, parce qu'à la base, on demande quand même d'associer du contenu. Et donc, j'ai pu associer tout le travail qui est conseillé actuellement au niveau de la maternelle sur la compréhension des albums de jeunesse, comprendre l'émotion des personnages pour pouvoir mieux saisir les situations. Donc, ça a été l'occasion d'associer à la fois un besoin qui était de développer des compétences émotionnelles, c'est-à-dire savoir exprimer ses émotions, pouvoir les reconnaître, les verbaliser, quitte à progressivement aller vers reconnaître les émotions des autres, mais en plus, suivre ce qui était attendu dans les programmes. Donc, une pierre deux coups, comme on dit. Et un petit plaisir pour les enfants qui grandiront avec la connaissance des émotions. Donc, c'est pas mal. Exactement. Donc, voilà comment ça s'est fait progressivement. Et puis je me suis vite rendu compte que des classes où au début, je pensais, le climat n'est pas aussi agréable que ce que je pensais. Dès que j'ai commencé à mettre en place ce travail sur quelle émotion est ressentie. Ok, il a cette émotion qui est ressentie. C'est cette émotion, elle est positive, c'est très bien, on en profite, on surfe sur l'émotion positive pour travailler les notions qui sont à côté parce que le climat de confiance est là. Donc, si la confiance elle est là, on peut aller dans la relation de l'apprentissage et donc aller plus loin au niveau du contenu cette fois-ci. Mais quand l'émotion, elle n'est pas là, qu'il y a des difficultés, donc, du coup, être dans la compréhension des besoins. Quels sont les besoins qui sont satisfaits ou pas? Et donc, après, j'ai eu tout ce travail sur comprendre les besoins d'enfants de 4-5 ans, quels étaient les besoins qui étaient en présence à l'école et travailler sur ces éléments-là. Et donc, vraiment, l'idée, c'était aussi de prendre conscience, derrière le TEDx, que c'est possible, ça s'apprend.
Je ne suis Oui, c'est pas, pas j'étais figé. pas naturellement comme ça. Si, naturellement, j'étais à l'écoute des personnes, j'étais dans la création de la relation, mais là, je suis allée chercher vraiment spécifiquement pour des enfants de 4 ans qui arrivent dans un environnement qui est pas forcément connu, où on y vient pour des objectifs très spécifiques. Donc, j'ai été me former pour pouvoir répondre au mieux à mon besoin de créer une relation avec un public que je ne connaissais pas. Voilà. Et quand tu as changé de public et que tu es passé sur des publics plus âgés, en fait, ouais, plus âgés parce qu'ils ont quand même, à... ils ont 4 ans, ils ont 8, entre 9 et 10 ans. Donc, alors, ce qui a été hyper intéressant, c'est que la première année, j'ai retrouvé les enfants que j'avais eu la première année, parce que je suis dans la même oui, école. Ça, c'est chouette. Donc, le travail, tu as pu le continuer. J'ai retrouvé mes élèves. Donc, ça a été... donc, eux ont pu voir la transformation. Donc, pas tant que ça, parce que je me suis dit, moi, je sens l'évolution que j'ai eue, mais pour eux, j'étais déjà... Ils étaient contents de leur maîtresse, ils n'avaient pas forcément ce regard et cette distance, ils sont pas dans le jugement, les enfants, contrairement aux adultes, ils sont dans le vrai, dans la relation, donc c'était agréable. Donc, j'ai retrouvé ces élèves. Ils ont été surpris de retrouver la mosaïque des émotions. Ça, on pourrait dire à 9 ans, on n'a plus besoin. On a déjà travaillé ces points-là. Et non, on a tendance, en plus, en grandissant, à... Malheureusement, les enfants sont un peu formatés. Bon, non, tu ne pleures pas, exprime pas tes émotions. Ce que tu ressens, c'est pas forcément la priorité du moment. Et je leur ai dit non. On a commencé à le faire en maternelle quand on était ensemble. Et ben ici, on recommence. Mais on le fait d'une autre manière. Du coup, on travaille sur le vocabulaire pour pouvoir diversifier les émotions qui sont enseignées. Mais on le vit différemment. Et en plus de ça, on a rajouté toute cette démarche sur la deuxième partie qui est OK, j'ai exprimé mes émotions. Je suis capable de verbaliser mon besoin. Maintenant, est-ce que je suis capable de comprendre le besoin de l'autre, l'émotion de l'autre? Donc, on est passé avec des plus grands sur cette étape de la construction et de la compréhension de l'autre. Et il y a une activité qu'on adore faire. Alors, c'est vrai que malheureusement, dans la situation dans laquelle on est actuellement avec le Covid, les classes ont été fermées en réo, en demi-groupe et tout. Mais avant de partir, on avait mis en place un système de apprendre à écrire des messages positifs pour, en fonction de ce qu'on a pu voir ou interpréter de notre camarade ce matin en arrivant à l'école, un petit message pour pouvoir donner le sourire. Donc les enfants, les élèves ont commencé à écrire des messages positifs chaque matin ou quand ils le souhaitaient, parce qu'on a carrément créé une boîte aux lettres. Donc ils ont chacun dans l'espace de la classe des lettres où ils peuvent laisser des messages positifs aux camarades dès qu'ils en ressentent le besoin. Comme ça, si j'ai un enfant qui se sent pas très bien, qui a besoin d'avoir un petit encouragement, il se lève et il va chercher dans sa boîte aux lettres le message qui a pu être écrit par un autre camarade. Donc, on met en place ce genre de petite activité pour pouvoir donner le sourire à tout moment, parce que je peux pas toujours être moi à encourager ou à être présente. Donc, ils s'entraident, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gestion de l'empathie, la gestion de la bienveillance, la gestion du positif, de l'encouragement, ça se fait au sein de la classe. Ils le gèrent entre eux. Ils le gèrent entre eux. Ouais, super. Ouais. Et toi, Evelyne, au niveau du soutien professionnel et au niveau des émotions et de la construction cérébrale de l'enfant, qu'est-ce que tu peux nous apporter à ce sujet? Alors oui, c'est vrai qu'en tant que coach, du coup, j'accompagne ceux qui désirent gérer leurs émotions et donc découvrir la belle personne qui sont intérieurement, la personne bienveillante, parce qu'elle se cache en elle. Elle est là, c'est certain. Ce qu'il faut il faut savoir qu'en fait, les émotions, c'est quelque chose qui vraiment dure que quelques secondes. Tout de suite après, c'est un sentiment. Des heures après, ça devient une humeur. Quelques semaines après, c'est des troubles affectifs. Et dans les mois, c'est des pathologies. Donc, répéter cette émotion désagréable sur quelques années, on peut imaginer ce que ça peut donner sur notre personnalité. Donc, les accompagner et leur dire qu'il y a une autre façon de penser, il y a une autre façon d'interréagir, il y a une autre façon d'interpréter les situations.
C'est vraiment leur permettre et leur offrir de se découvrir, en fait. Ni plus ni moins. Et du coup, tout à l'heure, Fabienne parlait de vice-versa. Ça me fait repenser effectivement à ce film par rapport aux enfants. Je crois qu'elle s'appelle Riley, l'héroïne de vice-versa. C'est le nom qui me vient en tout cas. Cette petite fille, là, quand elle est en détresse, on a la joie qui va aller chercher à activer les souvenirs heureux de son passé. Mais on voit bien que la joie, elle va avoir un parcours semé d'embûches parce que le chemin neuronal, il n'a pas été fait, parce que Riley n'a pas emprunté, elle n'a pas eu l'habitude d'emprunter ce chemin-là. Elle n'a pas eu l'habitude de réfléchir comme ça. Elle va au fur et à mesure s'enliser parce que elle n'a pas appris à dire ses émotions. Voilà, en tant que parent, on fait ce qu'on peut. Je suis vraiment pas là pour incriminer les parents, mais on fait ce qu'on peut et on fait ce qu'on peut. On n'a pas de mode d'emploi, en fait. Hein, c'est pas libre avec. Il n'y a pas de mode d'emploi. Quel dommage. Tant mieux. Et si on peut l'apprendre à l'enfant, tant mieux. Si on le sait tant pas, mieux, mais sinon... apprenons-le, parce que on serait étonné de se découvrir soi et on serait étonné de découvrir nos enfants autrement aussi. Et donc cette joie-là, elle voit la tour de contrôle qui est bien trop loin pour elle. Parce que nos actions reflètent nos pensées. Mais c'est trop loin pour elle. Elle pense pas comme ça. Riley, la petite, là, elle pense pas comme ça. Donc, à cause de cette émotion de tristesse, mélange de colère, de peur qui va se monter comme ça en crescendo. Après, moi, je trouve que c'est dommage que la fin du film ne reste pas un petit peu plus sur justement cette construction psychique qui est intéressante à voir, parce que j'imagine bien une suite, ça serait pas mal, vice-versa 2, par exemple, où là, on verrait Riley qui a appris la résilience, cette fabuleuse capacité à rebondir des situations ressenties comme désagréables, à pouvoir s'exprimer parce qu'elle a appris, parce que ses parents lui a offert cette opportunité de s'exprimer, tout comme Fabienne offre cette opportunité à ses élèves tous les matins de pouvoir exprimer leurs émotions du matin. Ils ont cette facilité-là à l'exprimer, à le développer, et ils n'ont pas honte de montrer ce qu'ils ressentent, d'être vraiment eux. Donc, ça serait pas mal de voir Riley dans cette situation-là, la vraie Riley. Dans quelques années. Ouais, voilà, avec toute sa créativité, son goût de l'aventure, ses nouveaux Peut-être défis. en tant que maman. Oui, peut-être, pourquoi pas, tirer leçon en fait de ce que elle a vécu et inviter ses propres enfants à de nouvelles activités, de nouvelles matières, de nouvelles langues. C'est pas toujours confortable, mais c'est justement sur ces zones inconfortables là qu'on arrive à se découvrir, et parce que sinon ce serait bien trop facile et bien trop beau. Et ça permettrait d'offrir à notre cerveau de nouveaux chemins neuronaux. Donc j'en viens ni plus ni moins à la neuroplasticité. Ça serait ça en fait, offrir cette possibilité à tout âge à notre personne de pouvoir changer. C'est la construction cérébrale qu'on pourrait offrir à notre enfant, à nos enfants. Oui, ça c'est très beau. Ça serait une belle chose. Andrea, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les neurotransmetteurs et sur les facteurs limitants, bloquants de l'atteinte de l'état de flow? Alors bon, l'état de flow, pour les gens qui nous regardent, c'est pas spécifique à l'apprentissage des langues, mais c'est quelque chose qui est spécifique à tous les apprentissages et qui est l'état de concentration maximale en fait. Donc toi, pour les langues, c'est extrêmement important. Comment tu parviens à travailler ça? Même si moi, j'ai pu voir ton travail et je sais qu'avec les enfants, tu arrives à atteindre cet état de flow, dans le sens où les enfants sont concentrés, ou par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu arrives à contourner en fait l'apprentissage et le bachotage avec des dessins animés, avec des jeux, avec des films, avec ceux qui les intéressent. Mais comment tu parviens à ça? Comment tu expliques ça? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je peux dire que donc
en général, quand on apprend une langue étrangère, on a un but très commun que nous avons de pouvoir échanger dans cette langue, de pouvoir l'utiliser. Et donc, ça, ce que nous voulons atteindre, c'est cet état flow où nous utilisons la langue sans vraiment besoin de penser à ce que nous disons, sans vraiment besoin sans se préoccuper de comment nous sommes en train de parler si nous faisons des fautes, par exemple. Et donc, l'état flow, de mon point de vue, c'est connecter avec une certaine aise de la personne. Une fluidité. Oui, effectivement, c'est une fluidité, mais je crois que c'est une fluidité qu'on peut atteindre quand on se sent bien. En sécurité, dans la sérénité. Effectivement. Par exemple, dans mon cas, je ne peux pas atteindre l'état flow si je suis préoccupé pour quelque chose, si je me sens sous la pression, si j'ai peur de dire quelque chose que ce n'est pas correct. Donc, c'est ce que je cherche avec mes élèves, c'est de créer cet état, c'est environ où on se sent calme, tranquille, où on a un niveau des neurotransmetteurs, on produit de la dopamine et on contrôle la production des cortisol qui peut être activé pour un état de pression, de préoccupation, de stress, effectivement. Et ça, je crois, c'est la condition optimale. En effet, dans les sciences comment enseigner à donner, et j'utilise ça en particulier avec les adultes, mais on peut faire ça aussi et les plus jeunes. Avec les plus jeunes. On cherche de partager les séances en des sections. On a une partie où on se centre dans la on utilise en particulier la partie du cortex préfrontal et là on pense à la langue. C'est là peut-être où on fait un petit peu de grammaire, on fait un petit peu de correction, on pense à ce qu'on dit. Mais après, il y a une autre section de la science où on cherche d'utiliser une autre partie de notre cerveau qui nous permet de communiquer librement, sans penser trop à ce qu'on dit. Et c'est là où nous voulons atteindre cet état flow. Cet état, c'est ça. Et cette notion de sérénité fait que, en fait, l'enfant ou même l'adulte a envie de revenir sur son cours et attend ce cours de la semaine pour revenir. Là, on parle en essence de cause. Je vois Fabienne qui secoue la tête. Je confirme parce que oui, en effet, je connais aussi Andrea par rapport au cours et je confirme que ça devient un moment où on attend avec impatience le cours de langue qu'on peut avoir parce qu'on ressent exactement ce que Andrea présente. Moi, je le vis parce que je participe aussi à ses cours, donc je le vis aussi chaque semaine. Ce moment, ce bon moment que l'on passe malgré le fait qu'on soit dans un moment d'apprentissage, c'est vrai. C'est vrai, je confirme. Ça fonctionne aussi très très bien avec les enfants et cette envie de revenir en cours est vraiment présente. Donc ça c'est que ça marche quoi.
c'est que tu donnes envie et que tu as compris comment intéresser la personne et je pense que tu atteins cet état de flow. Donc, si je peux de dire, fluidité de fluidité et de concentration maximale. et si je peux jeter quelque chose, Karine, j'ai de la chance d'une façon, on peut dire, parce que je travaille généralement avec une seule personne, soit un enfant, un adolescent ou un adulte, mais donc je peux me concentrer sur la personne et progressivement je peux chercher ça qui fonctionne avec la personne. Et dans les cas on a oublié de préciser que tu faisais des cours en distanciel et que c'était des cours soit de soutien, soit personnel en fait. C'est pas des cours en classe. Mais par exemple, dans le cas de Fabienne, je crois c'est plus difficile parce qu'elle a beaucoup de personnes et donc je crois que tu cherches Fabienne de connaître plusieurs personnes qui forment un groupe et aussi il y a la dynamique du groupe. Donc il y a plusieurs types des facteurs là qui jouent. Exactement. Et à la fois, il y a aussi ce côté intéressant où j'ai aussi appris, par rapport à la différence entre d'un groupe classe ou de l'individuel, j'ai appris à lâcher prise et à donner aussi de l'importance aux élèves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en place le fonctionnement de tutorat, c'est-à-dire que l'enfant, des fois, va avoir une approche plus intéressante pour aborder des notions qui peuvent poser problème pour certains enfants. Entre élèves, ils auront peut-être moins de stress pour pouvoir présenter les choses. Ils ont des fois plus de patience. Donc, c'est aussi chercher à ne pas toujours être la seule personne qui doit être en contrôle de la classe et laisser la place aux enfants aussi, la place qu'ils peuvent avoir en tant que tuteur, en tant qu'accompagnateur, en tant que facilitateur. Et ça se fait aussi progressivement en classe. Et donc, du coup, c'est ce qui est agréable. Parce que j'avais au début, avoir tendance à vouloir m'occuper de tout le monde et tout gérer, alors que non, on est une équipe. C'est plus juste une groupe, c'est plus une classe, c'est une équipe, on travaille ensemble, on collabore ensemble pour un meilleur être pour tous. Quand ils ont compris les notions, ils vont pouvoir l'expliciter plus facilement que moi. Puis en plus, aujourd'hui, on sait qu'en termes de mémorisation, un enfant qui est capable d'expliquer ce qu'il a compris, qu'il va retenir sur du long terme. Donc, on met en avant, donc moi, tout le travail qui a été fait grâce aux neurosciences et les recherches en neurosciences m'ont permis de prendre conscience de l'importance des émotions, mais sans garder, moi, mon objectif de base, malgré tout, c'est de créer un climat favorable aux apprentissages. Et donc, il y a aussi un avantage. Il y a l'avantage du groupe d'être en individuel, mais le collectif, ça peut être bien aussi si on laisse la place à chacun pour pouvoir s'exprimer en classe, en tout cas. Et oui, c'est la grosse différence entre les deux. Mais je pense que vous avez trouvé un équilibre, que ce soit l'un ou l'autre, dans vos classes respectives. Mes classes, pour Andrea, entre guillemets, parce que mais ça reste une classe quand même, parce que tu fais aussi des séances à plusieurs pour que les gens parlent entre eux. Donc quelque part, il y a ça aussi qui le contexte groupe, tu l'as aussi, quoi. Oui, maintenant j'ai des groupes vraiment petits. J'avais plus de groupes d'enfants, d'adolescents dans les passés, donc quand j'ai vu les TEDx, quand j'ai regardé les TEDx de Fabienne, des choses qu'elle disait ressonnaient beaucoup avec mes expériences aussi. J'ai vraiment aimé ton TEDx, Fabienne. Je n'avais pas dit ça, mais ça m'a plu beaucoup. Et
Oui, donc c'est vrai que je travaille maintenant en particulier avec une seule personne, mais tout ce que Fabienne a dit, ça ressemble beaucoup avec moi. Ce sont des concepts que je crois, on devrait mettre en place, soit tu travailles avec une seule personne avec un groupe. Oui, c'est clair. Il faut ce genre de choses, il faut le développer. D'ailleurs, à ce sujet, tu as une question, Fabienne, qui est passée. Tiens, je te la remets. Et si tu peux y répondre, je sais que tu vas avoir plein de choses à dire. Ah, super. Super question, en tout cas. Merci pour la question. Alors, au début, donc je suis arrivée au primaire, ça fait 2 ans. Donc, j'ai fait 4 ans en maternelle, 2 ans en CM1. Et donc, je vais parler de mes collègues actuels. Donc, c'est vrai, quand je suis arrivée avec ma démarche, alors au début, on m'a pas trop posé de questions, mais très vite, on s'est rendu compte que j'avais une classe plutôt agréable. Comment est-ce que ça peut se justifier que ma classe soit aussi agréable? Qu'est-ce qui pouvait être mis en place? Puis j'ai commencé à présenter ce que je faisais en classe, et puis il y a des collègues qui ont commencé à me voir l'intérêt et les apports pour mes élèves, et qui ont commencé à le mettre en place dans leur classe aussi. Donc, il y a quand même de plus en plus d'enseignants qui s'intéressent à la bienveillance, qui s'intéressent aux démarches qui peuvent faciliter un meilleur climat de classe. Donc non, ça se met en place progressivement dans les écoles. En tout cas, dans mon école, je sais que j'ai des collègues qui s'intéressent et qui le mettent en place. Qui suivent. Et qui suivent. Parce que derrière, on voit que la relation avec les élèves, ça peut se voir de l'extérieur. On n'a pas besoin de rentrer dans les classes pour voir si ça se passe bien ou pas. L'accueil que les enfants peuvent nous faire en arrivant en classe, à l'extérieur de l'école aussi. Donc, c'est que la relation, elle est créée. Et on veut tous avoir une meilleure relation avec nos élèves. On veut tous avoir un meilleur climat en classe. Donc quand on voit qu'il faut des fois juste modifier quelques variables, quelques facteurs, ça se met en place. Mais après, c'est comme tout, si on n'a pas été sensibilisé un minimum, on peut pas savoir. C'est-à-dire que moi, tant qu'on m'avait pas expliqué que les émotions, elles étaient là pour quelque chose, qu'il y avait des besoins qui étaient satisfaits ou pas, tant qu'on m'avait pas expliqué ça pour moi, tant qu'on m'avait pas accompagné sur cette prise de conscience-là, je pouvais pas savoir que ça existait ailleurs. Donc là, l'idée, c'est que tout le monde puisse un jour être sensibilisé un minimum, soit être sensibilisé, soit le vivre. Et moi, c'est la chance que j'ai eue en fin de compte, c'est que j'ai pu vivre ce qu'était la relation bienveillante lors d'une formation. C'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai vécu ce qui était la bienveillance. Alors, quelque chose de tout simple. Bon, j'étais en formation dans un institut qui était à plus de 2 heures de chez moi, ce qui, en Calédonie, c'est pas très, très inquiétant. Donc, on avait fait, j'avais fait la route le matin pour pouvoir me rendre dans l'institut de formation. Et je suis arrivée et un petit peu comme Evelyne expliquait tout à l'heure, j'étais fatiguée de 2 heures de route, j'étais en retard, donc j'étais responsable du fait d'être en retard, hein, je pouvais comprendre qu'à moi-même. Et je suis arrivée et là, devant la porte, l'ensemble des enseignants, c'était une formation pour enseignants, donc les enseignants étaient déjà dans la classe, la formatrice avait commencé son cours et je me suis dit, à mon avis, je vais pas être très bien accueillie. Je suis rentrée. J'ai dit bonjour. Je pense que je me suis excusée quand même pour mon retard. Et j'ai posé mes affaires et j'étais pas très bien. J'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes, de m'aérer, etc. Et là, la formatrice m'a dit, je sens que vous avez dû faire un long chemin avant d'arriver en formation. Si vous avez besoin de prendre 5 minutes, même 10 minutes pour vous avant de vous installer, faites-le. C'était la première fois de ma vie qu'on prenait le temps de savoir si ça se passait bien ou pas. J'ai vraiment été... c'est pas un cadre habituel. En général, une formation, on arrive à l'heure, on respecte les horaires et la formateur ou la formatrice qui est là, c'est la personne qu'on doit respecter au mieux. Et là, non.
Elle s'est posée, elle m'a dit, mais prenez le temps surtout, faites ce que vous avez à faire et revenez dans... Et là, je me suis dit, waouh, je veux être comme ça. Révélation. Elle avait répondu à ton besoin, tu vois, tu es Elle rentrée, avait t'as tout de suite interprété le truc, physiquement et psychiquement, enfin physiologiquement, il s'est passé un truc, tu avais besoin du temps, et elle l'a compris, vous avez communiqué en fait, elle a compris, et elle t'a laissé... Elle m'a laissé, c'est vrai que, voilà, j'avais jamais vécu de cette manière-là, si, des gens qui sont sympathiques, agréables, etc. Mais là, j'étais dans une situation où j'étais totalement, j'étais débordée, et de le vivre, et je me suis dit, je l'ai ressenti, c'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti ce que c'était, que quelqu'un qui prend le temps et qui écoute, sans même, je savais même pas quel besoin j'avais, mais elle avait anticipé avant moi ce que je pouvais ressentir, et je me suis dit, non, c'est possible, et ça a été un élément déclencheur, dans la suite de mon parcours, sachant que c'est la personne qui m'a accompagnée lors de mes stages en maternelle. Donc, je la remercie parce que c'est vraiment une personne qui a été dans mon parcours de vie. C'était de la vraie bienveillance, c'était pas juste de la bienveillance dite pour être dite, comme on en rencontre beaucoup où on te dit, mais moi je suis bienveillant, mais tu es là et tu regardes la personne et tu dis, elle était vraiment une définition. C'est ça. Mais bienveillante, c'était une formatrice. Et réellement, c'était la formatrice pour la maternelle. Et donc, c'est elle qui m'a aidé à voir les choses différemment. Et j'ai eu la chance de rencontrer cette femme dans mon parcours parce que, ben voilà. J'en suis là, je pense aujourd'hui en grande partie parce qu'elle m'a fait vivre ce qu'était la bienveillance et elle m'a donné envie et le goût de comprendre la relation à l'autre et pas uniquement aux adultes, avec les enfants. Et voilà. Bon, bah, tu vois, il n'y a pas de rencontre au hasard. Hein. Non, il n'y a pas de hasard. Mes amis, il est déjà l'heure de conclure. Passez très très vite, je vous remercie. Evelyne, tu veux dire un petit mot pour conclure? Moi, j'ai envie de dire, allez-y, quoi. Allez-y, formez-vous à la gestion des émotions. Allez-y, découvrez-vous parce que vous allez vraiment découvrir de belles personnes, ce que vous êtes réellement. Et vous allez, en le faisant, je pense que vous allez apprendre aux autres à pouvoir le faire aussi. Mais c'est super génial quand on se connaît, quand on arrive à gérer nos émotions et à savoir qu'est-ce que je choisis des interprétations que mon cerveau m'envoie là. Parce que effectivement, comme disait Fabienne, sans cette initiation, sans cette formation, on n'a qu'une seule interprétation qui va venir. Et se baser que là-dessus, ça serait bien dommage. De bâtir toute sa vie que là-dessus, ça serait bien dommage. Offrez-vous cette opportunité de bienveillance. Allez-y. Et faites-vous accompagner si vous avez besoin aussi. C'est vrai. On donnera tous les liens tout à l'heure. Fabienne, tu as une petite conclusion à nous proposer? Je rejoins Evelyne, hein, vraiment, il faut découvrir l'univers. Ça peut être que positif pour nous. Hein, moi, en tout cas, ça a été positif pour moi personnellement. Et puis, ça m'a servi et ça me sert au quotidien avec mes élèves et avec mes adultes aussi. Parce que je pensais que la relation avec les adultes, elle était plus facile, mais on en apprend encore plus quand on travaille sur la bienveillance. Donc voilà. Formez-vous. On trouve beaucoup de choses sur Internet et Evelyne a raison aussi. Si on a la nécessité d'être accompagné, il y a des personnes qui peuvent nous accompagner dans cette démarche-là. Voilà. Exactement. Andrea, tu as une petite conclusion pour nous aussi? Je voudrais me connecter à des choses qu'Evelyne a dit, par exemple, avec lesquelles je suis très d'accord. C'est très important de connaître, de comprendre notre émotion, d'être de les verbaliser, de savoir comment les gérer. Et donc, une chose que j'ai remarqué, c'est que en cherchant d'être plus attentif avec les émotions
des autres, ça m'aidait beaucoup m'a aidé beaucoup à connaître mes émotions et à me connaître mieux. Donc, je crois que quand on fait un effort pour comprendre l'autre, on comprend aussi soi-même mieux. Donc, on commence un parcours des connaissances personnels à travers de l'autre aussi. Donc, tout ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est une relation avec l'apprentissage, mais aussi avec le développement au niveau personnel. Et je crois, par exemple, que toute la formation que j'ai fait dans les dernières années m'a aidé pas seulement à un niveau professionnel, mais à un niveau personnel aussi. Donc, je ratifie ce qu'Evelyne et Fabienne ont dit, formez-vous. Oui, connaître l'autre permet de mieux se connaître et à se développer, à grandir. Bon, pas en taille, parce que fatalement, on est arrivé. Ouais, c'est trop tard. C'est trop tard. Et toi, Fabienne, t'es assez grande. Parce que quand je me mets sous toi, je passe sous ton bras. Donc, ça suffit. Mais à se développer, en tout cas, et à se connaître, à connaître son moi profond. Merci en tout cas. Donc, autour de la table est maintenant terminé. J'espère que cette émission sur la bienveillance vous aura plu. Nous savons tous qu'elle a déjà bien fait parler et jaser, n'est-ce pas Fabienne? Parce que j'ai eu énormément de commentaires avant le passage de notre émission. Donc effectivement, la bienveillance et les émotions, ça fait beaucoup parler. Donc formez-vous. Nous savons que ça peut faire du bien. Ça dérange aussi. On a pu s'en rendre compte là, rien qu'en essayant de promouvoir cette émission, que ça dérangeait. J'ai eu beaucoup de haters qui ont beaucoup écrit. Offrons-leur la bienveillance de pouvoir s'exprimer. Exactement. Et donc, je trouve que c'est bien parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires positifs aussi. Et ça prouve que les émotions, ça touche tout le monde et que ça parle à tout le monde, en bien ou en mal, avec les deux, comme nous disait Evelyne tout à l'heure, avec les deux interprétations, mais voilà. Merci en tout cas à vous quatre, non, à vous trois, parce que on a eu Stéphanie qui n'a pas pu se reconnecter, elle a eu un problème, elle s'excuse, problème de connexion. Donc voilà, donc merci à vous trois, merci à Stéphanie d'avoir essayé d'être avec nous pour cette participation éclairante sur le sujet. Merci à vous tous de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés. La prochaine émission aura lieu le samedi 4 décembre à 9h. Elle traitera sur le concept vegan et de l'adolescence. C'est un sujet qui nous a été proposé par Léo Lebon, qui est conférencier et adolescent. Il sera accompagné entre autres de Marie-Gabrielle Domitzi, qui est diététicienne et nutritionniste. Vous pouvez retrouver toutes les dates des prochaines émissions et le replay des émissions qui sont déjà passées sur karinemorel.com. Et si vous le souhaitez, si vous avez envie de participer, proposer des émissions, alors proposer des émissions ou participer à celles qui sont déjà en date, contactez-moi à contact@karinemorel.com et je vous mettrai ensuite sur les replays tous les liens pour pouvoir vous permettant de retrouver nos invités, de les suivre et pourquoi pas prendre contact avec eux. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Merci. Bye bye. Ciao. Bye.